Les plantes ont tissé avec les pollinisateurs l'une des symbioses les plus élaborées du monde vivant, celle qui assure leur reproduction sexuée. En transportant les grains de pollen de l'étamine, le sexe mâle des plantes, au pistil, leur sexe femelle, les pollinisateurs permettent la fécondation et la production de graines ou de fruits. Les fleurs, contrairement aux animaux, n'ont pas la possibilité de se déplacer, ce sont des végétaux, elles végètent. Du coup, elles ont besoin d'un vecteur. Les fleurs, quand elles sont apparues, elles ont utilisé le vent comme vecteur. Ça, c'est ce qu'on appelle une pollinisation anémophile, le transport du pollen par le vent. Néanmoins, la pollinisation est assurée à 90% par les animaux floricoles, et le plus souvent par les insectes. À l'échelle de la planète, on considère que les insectes assurent 80% de la pollinisation des plantes à fleurs, donc c'est énorme. Et quels insectes? Alors, on considère en général les 4 ordres principaux qui assurent un travail de pollinisation le plus efficace, à savoir les hyménoptères, les abeilles, guêpes, fourmis, sphégiens, etc. Les diptères avec les mouches, les cirfes, les taons, les moustiques. Les lépidoptères qui sont les papillons, là on a les papillons de jour et les papillons de nuit. Et puis les coléoptères avec notamment les scarabées et tous les insectes floricoles. On appelle entomophiles les plantes qui sont majoritairement ou exclusivement pollinisées par les insectes. Beaucoup de nos céréales sont pollinisées par le vent, comme le riz et le maïs, ou par autopollinisation, comme le blé. Mais une grande part de nos cultures agricoles sont entomophiles. Bernard Vessière, chercheur à l'INRA, nous éclaire à ce sujet. En fait, en termes de tonnage, c'est 30% de notre alimentation qui dépend assez fortement, bénéficie de l'activité pollinisatrice des insectes. Alors les principales cultures qui dépendent des insectes pour leur pollinisation interviennent dans 4 grands domaines. Il y a l'arboriculture fruitière, avec la plupart des rosacées fruitières, sauf une, le pêcher, en fait, qui ne dépend pas du tout des insectes pollinisateurs. Et puis après, on a le maraîchage, avec les cucurbitacées, comme un exemple ici, et puis les fraisiers, par exemple, qui dépendent très fortement des insectes pollinisateurs. Après, on a certaines semences. Donc la plupart des semences potagères sont très dépendantes des insectes pollinisateurs pour leur production. Et c'est le cas aussi de certaines espèces fourragères comme la luzerne ou le trèfle blanc. Et enfin, on a des grandes cultures comme le tournesol ou la févrole qui dépendent aussi à différents degrés des insectes pollinisateurs. Même si certaines s'autopollinisent, la plupart des plantes ont évolué de manière à favoriser la fécondation croisée. Car pour le règne végétal, comme pour le règne animal, le croisement des gènes est un gage nécessaire de pérennité. Et cette nécessité, elle permet aux insectes de transporter le pollen d'une fleur mâle vers une fleur femelle de la même espèce, et du coup de relier par exemple les vesses qui sont ici avec les vesses qui sont de l'autre côté du champ ou de l'autre côté de la haie. Et donc d'assurer un brassage des gènes et du coup une adaptabilité, une plasticité aux modifications environnementales et donc une capacité de résilience de l'espèce nettement supérieure. Si les plantes ont besoin des insectes, les insectes ne dépendent pas moins des fleurs pour se nourrir. Le pollen apporte des protéines et le nectar fournit le sucre, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour voler. Ce mutualisme très ancien est un fondement indispensable de la chaîne trophique. Du fait qu'il y ait beaucoup de fleurs et donc beaucoup d'insectes, les animaux qui se nourrissent de ces insectes sont aussi attirés. Et c'est pour ça que les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les oiseaux qui consomment des insectes viennent une fois que le milieu est accueillant, donc une fois que les insectes sont là, c'est-à-dire une fois que la flore est installée et la diversité floristique est là. Tout comme les autres animaux, nous dépendons ainsi à notre manière des insectes pollinisateurs. Une étude mondiale, copubliée en 2016 par Bernard Vessière dans la revue Science, a montré l'importance du nombre et de la diversité des pollinisateurs pour la production agricole. Dans chaque situation, on avait un témoin et puis une zone où on a augmenté ou diversifié la faune pollinisatrice. Et en fait, on a trouvé qu'on a eu un écart en maximum de 56% dans l'activité des insectes pollinisateurs entre les différentes parcelles. Et cet écart s'est traduit par une différence de rendement de 26%. Sur la base de ce seul facteur, on a obtenu 26% d'écart de rendement.
qui est énorme. Et on s'est aperçu en fait que les parcelles de faible taille, on va dire 2 hectares ou moins, que la diversité soit grande ou faible, la diversité des insectes pollinisateurs, on avait une augmentation de rendement avec l'augmentation de l'activité des insectes pollinisateurs. Par contre, dans les grandes parcelles, au-dessus de 2 hectares, dans la plupart des cas, on avait une très faible diversité des insectes pollinisateurs, on avait principalement des abeilles domestiques, et là, en fait, on n'observait pas du tout d'augmentation de rendement avec l'augmentation de l'activité pollinisatrice des insectes. Sauf si on arrivait à rétablir une bonne diversité, on conservait le lien positif entre activité des insectes pollinisateurs et rendement de la culture. La diversité et l'abondance sont tous les deux importants, en fait. Les abeilles sont particulièrement précieuses pour une pollinisation efficace. Nous nous focalisons souvent sur l'abeille mellifère, mais les espèces sauvages et solitaires contribuent tout autant à la pollinisation. On a tendance à dire que les abeilles font partie des pollinisateurs les plus efficaces. Ça, c'est pour des raisons comportementales et anatomiques. D'abord, d'un point de vue anatomique, c'est que tous leurs poils sont branchus, ils sont ramifiés, et ils ne sont pas lisses comme l'ensemble des autres insectes. Du coup, le pollen, qui lui est fait de petites structures et de petits crochets, a tendance à s'accrocher plus facilement sur les poils des abeilles. Après, d'un point de vue comportemental, il y a 2 éléments importants. C'est que, 1, les femelles d'abeilles passent toute leur journée, du matin jusqu'au soir, à récolter du nectar et du pollen dans les fleurs pour le rapporter à leurs larves. Et enfin, d'un point de vue comportement, il y a aussi un élément extrêmement important, c'est que les abeilles ont tendance, quand elles sortent, à faire un vol monospécifique. Donc elle va faire vesse, et quand il n'y aura plus de vesse, elle va passer sur une autre fleur par exemple. Du coup, la probabilité qu'un grain de pollen tombe sur la bonne espèce est bien plus grande avec les abeilles. C'est pour ces raisons que les abeilles sauvages au sens large, le millier d'espèces qui existent en France, les 2000 en Europe et les 20 000 dans le monde sont considérées comme les championnes de la pollinisation. Or, les abeilles et tous les pollinisateurs traversent aujourd'hui une grave crise d'extinction. On estime qu'il y a à peu près 30% des espèces de pollinisateurs de la planète qui sont en danger. On a d'autres chiffres plus précis pour l'Europe, puisqu'il y a une liste rouge qui a été établie par les chercheurs en Europe, et elle montre que sur 46% des espèces mesurées, puisqu'on n'avait pas assez de données pour les autres, 10% de ces espèces sont menacées d'extinction. Que s'agissant des bourdons, on atteint presque 30% des espèces de bourdons qui sont menacées d'extinction à court terme. Quand je parle de la moitié des espèces dont on n'a pas pu avoir assez de données pour les mesurer, ça ne laisse pas présager quelque chose de positif. Mais on constate un repli de l'ensemble des insectes sur la planète, et on a des chiffres plus proches de chez nous, notamment plusieurs études qui ont été menées en Allemagne, et notamment cette dernière étude qui montre que en les 10 dernières années, on a perdu 1/3 des espèces d'insectes sur 300 sites qui étaient suivis, 150 forêts et 140 prairies. C'est-à-dire que là, on parle de perte de services écosystémiques derrière, la perte de la fonction de pollinisation, la perte de la fonction de recyclage de matière organique, la perte de la fonction de contrôle biologique en agriculture. On parle d'un système qui est à bout de souffle. Favoriser les insectes pollinisateurs est donc l'un des enjeux agricoles majeurs. Il faut bien réaliser que la présence d'insectes pollinisateurs est dépendante de leur alimentation. Donc il faut des plantes qui fournissent du nectar et du pollen, si possible, tout au long de l'année. Et puis aussi des sites de nidification. Donc ça peut être des petits trous dans les brindilles ou des choses comme ça pour certaines espèces, mais pour la plupart des espèces, c'est le sol. Puisque la plupart des espèces, 80% des espèces sauvages sont agricoles. Et le sol, c'est en général des zones, des talus, et des talus pas enherbés. Donc si on peut laisser des zones de sol nu dans des positions un petit peu favorables, c'est extrêmement favorable à la prolifération des insectes pollinisateurs, en particulier des abeilles sauvages.